Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue, parents et amis sur gilesparent.com et sur les principales applications. Mon invité, c'est Simon Saint-Hilaire. Il est chroniqueur, conférencier, formateur professionnel, presque devenu un ami. Dans le fond, on est des amis au moins professionnels. On a du fun, on jase. Tous les deux ensemble, on est capable de... On est timide. On se soigne. C'est l'ami des entrepreneurs. J'ai été entrepreneur. Je suis encore à mes heures, fait que pourquoi pas. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ben, c'est la rentrée d'automne? Ben, c'est ma rentrée d'automne, moi, effectivement. Hier, je travaillais en anglais encore. Et puis... c'est quoi? C'est-tu 20% de ta business? C'est 20% de ma business. Ah, j'ai dit ça au hasard? Oui, puis c'est 20% de ma business. C'est le fun. J'en ai encore un autre la semaine prochaine en anglais. Mais toi, si tu savais parler anglais. Et c'est tellement ce que je me dis à chaque fois. Mais tu sais ce que je fais, hein? Je sais pas, non? Quand les gens veulent m'engager en anglais, puis ça fait des centaines que je fais en anglais, là, sauf que... C'est pas la même affaire. Non, ça coule pas autant, peut-être? Non. Puis la préparation... Je suis jamais stressé avant une conférence ou une formation. En anglais, j'ai un petit chatouillage là, qui est là. Et puis, je dis aux gens, on va se parler. Puis je leur dis en anglais, on se parle en anglais. Puis je dis, si ça vous convient, là, engagez-moi. Puis si ça vous déplaît, engagez-moi pas. Parce que je veux pas que quand je vais arriver, vous dites, t'es donc bien mauvais. Et puis, je suis pas mauvais. Mon anglais est bon, mais... Je suis pas comme quelqu'un qui travaille en anglais 8 heures par jour. Tu sais, t'as pas la même... mais c'est 20%, c'est le fun, c'est agréable. OK. On a beaucoup de sujets aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça chaque semaine, les podcasts. Puis comme toi, Martin Derico, Luc Dupont, vous êtes des réguliers. 4-5 fois par année, les gens vous connaissent. La dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'est drôle parce qu'on a eu un genre de... On a eu quelques idées un peu folles, puis dans le fond, une désorganisation... volontaire ou involontaire, et on s'est dit à un moment donné, tabarouette, les gens qui nous écoutent, soit qui pensent qu'on est stone, soit qui pensent qu'on est chaud, ou qu'on est désorganisé, mais l'intention était très bonne, mais le résultat a été compliqué un peu. On est un peu plus ordonné, je dirais qu'on est revenu back to basic aujourd'hui. On va y aller questions-réponses, puis on se laisse aller pareil, il n'y a pas de trouble. On a des bons sujets. Ah, puis ça se fait toujours en passant avec de l'eau minérale. Hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est tout à fait vrai. On va parler du retour au bureau, parce que je sais que depuis quelques années, pendant la pandémie, on a travaillé ensemble, avant aussi, évidemment, puis après, puis on se disait vers quoi on s'en va. Puis tout ça, il y a eu quelques ajustements depuis ce temps-là. Et il y a le Soleil, il y a un article du Soleil qui montre qu'après des années de télétravail, il y a des entreprises, il y en a plusieurs même, qui observent un retour volontaire dans certains cas et enthousiasme des employés au bureau. Des experts en RH notent que le bureau favorise l'efficacité, l'engagement, la cohésion d'équipe, genre de choses qu'on disait être en péril quand on disait on va tout enlever le présentiel. Mais des fois, tu veux transmettre les valeurs de la société. Toi-même, tu disais, c'est pas sûr, c'est pas clair que ça va être facile. Donc, là, il y a une transition progressive qui semble être nécessaire. Alors, tu penses quoi de ce retour? T'es-tu étonné d'abord, Simon? Je suis pas étonné parce que il y a des... Ben, tu dois le voir, t'es là-dedans, toi. Ben, oui. Je le vois. Puis ça, il y a des critiques. Il y a des critiques versus le télétravail. Il y a des gens qui ont embarqué dans l'affaire. C'est pas parfait. C'est pas parfait, autant chez l'employeur que l'employé. Et puis, on se rend compte qu'il y a vraiment des prises de position actuellement là, qui sont prises à ce niveau-là. On sait qu'au niveau gouvernemental, les différents bureaux gouvernementaux voulaient ramener le monde dans les centres-villes, puis dans les commerces aussi, parce que... Mais ça va ensemble? Ça va ensemble, c'est parce que si tes bureaux sont vides, les commerces autour... La Grande Allée sans le complexe G, ça paraît. Rue Cartier sans les fonctionnaires, ça paraît aussi. Fait que non, pour Québec, entre autres. C'est un enjeu. Oui. Fait que mais c'est révélateur d'un besoin humain fondamental. C'est qu'on le veuille ou non, là, socialiser puis se sentir connecté, c'est important. Et on a peut-être négligé quelque chose. 40% de la population adulte vit seule. Alors, si t'es en télétravail, t'es peut-être pas le bon candidat. T'es seul longtemps. Et si, en plus, dans ton télétravail, t'as pas à socialiser avec les autres, tu te retrouves dans... C'est plate, pas à peu près. Fait que le vibe au bureau, c'est difficile à recréer au niveau virtuel. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent au bureau contents de le faire. Puis il y en a qui, c'est eux qui le demandent. Il y a des entreprises qui sont plus prêtes comme avant pour recevoir du monde parce qu'ils ont défait ça. Pendant la pandémie, c'est arrivé. Même physiquement, dans les bureaux? Il y a des gens qui ont dit, hey, sais-tu quoi, on va laisser aller cet espace-là. Il y a des gens qui n'en ont plus. Et puis là, les gens veulent revenir, alors fait que c'est quelque chose. Alors la vibe, on se rend compte qu'elle est difficile à recréer en virtuel. On est des bébites sociales, tu l'as dit souvent? Totalement. Puis on se rend compte que les gens redécouvrent que
Le plaisir au travail, là, c'est aussi dans la socialisation, c'est dans les contacts qu'on a avec nos collègues, les histoires qu'on se raconte. Alors, les histoires de corridor. Puis ta fille, comment ça va? As-tu gagné son championnat? Puis ça t'empêche pas de travailler. Là, c'est juste que tu t'informes de ton monde. C'est nécessaire. Ouais. Alors, fait que c'est pour ça qu'on se voit, on voit vraiment que les relations quotidiennes sont revenues à l'agenda. Une des choses qui avait été faite, puis je pense que c'était la côte ouest américaine qui nous avait amené ça, la vallée, comment on appelait ça? Où est-ce que le Google et toutes ces affaires-là? Silicon Valley. Silicon Valley, OK. Là, on voyait dans ces entreprises-là, j'en ai visité d'ailleurs, je suis allé visiter, moi, Bose à Boston, puis c'est le même principe. Wow. Bose, la grande entreprise de son, entre autres, puis cafétéria où tout est gratuit, on avait bien vu le président de Bose, je ne savais même pas que c'était lui, mais la personne avec qui j'étais me disait, regarde, ça c'est le président de Bose, puis il était en jeans avec son monde, puis cafétéria ouverte, plein de choix, tout ça, puis il y a des machines Alors moi, ma question, c'est, mettons, les bonbons, entre guillemets, les salles de jeu, les trottinettes, tout ce qui s'appelle loisirs qu'on offre. Est-ce que ça fait une différence, tu penses? Oui, écoute, d'abord, ça envoie le message aux gens qu'on se soucie de leur bien-être. Donc, c'est positif en partant. C'est super positif. Puis, c'est pas juste des gadgets. Hein, ça contribue à une culture d'entreprise qui est plus attrayante pour les gens. Et on se rend compte aussi que dans des secteurs traditionnels comme l'assurance, ça aide à casser la routine. OK. Et fait que c'est toutes ces... C'est un peu répétitif, dans le fond. C'est la personne qui regarde les primes d'assurance puis quand on va se te payer, on comprend que c'est pas à tous les jours le party. Non, c'est souvent la même chose, la même histoire à la fin, là, mais on se rend compte que ces éléments-là amènent au plaisir. Les gens ont du fun. Des bonbons, souviens-toi, on allait dans un resto avant puis il y avait le bac à bonbons. Je m'en ennuie des fois. Moi aussi. C'est bien beau les cure-dents, mais ça se digère mal des cure-dents. C'est moins bon. À moins que ce soit à menthe. Ouais. Puis à l'époque, on n'avait pas peur des microbes, on dirait. Non, on les prenait. On pigeait dans la genre à bonbons. Oui. Mais vois-tu ce qui est drôle? Parce que une amie de Véro qui est aux États-Unis, elle a travaillé chez Amazon, après ça, elle a travaillé chez Facebook, tout ça. Puis elle, ça dépend des gens, mais pour elle, une des belles victoires qu'elle avait eues, elle pouvait aller travailler avec son chien. Elle était tellement contente. Puis elle dit, il dérange pas pantoute, il est à côté de moi, mais moi, ça me fait plaisir. Puis, mettons, après 2 heures, au lieu de fumer une cigarette, je vais aller promener mon chien dehors, petit besoin, bing bang, on revient. Fait qu'il y a des entreprises qui ouvrent plus large que juste une machine à boules, des affaires de même. Donc, des garderies, des services particuliers de nettoyage, toutes sortes de choses des comme besoins ça. que tu n'as pas le temps. Oui. Les compagnies cherchent à ramener leur monde, mais ils cherchent à les rendre heureux, puis que le travail... C'est pas de rétention derrière ceux qu'on cherche? Totalement. Tu veux les garder? Et moi, j'ai un client là, qui est dans le comté l'ancien comté de Routenenbrosso. Et puis c'est vraiment comme tu l'as raconté. C'est-à-dire qu'ils ont des vélos que les gens peuvent prendre. Ils ont des bornes de voitures électriques. Ça, c'est pas nouveau. Mais à l'époque, ils étaient pas mal les seuls à avoir ça. Le propriétaire est nu-pied dans la place. C'est les salles de réunion ont toutes des noms comme les Griswold avec ces Maverick, des choses comme ça. Chaque mercredi... Il y a à l'image donc du boss. À l'image du boss. Chaque mercredi, le repas est payé pour toute l'entreprise. Et c'est thématique. Alors, un mercredi... Fait que tout le monde doit être là? Ben oui, mais un mercredi... Mais tu vois tout le monde aussi? Tout le monde est content. C'est pas juste la nourriture gratuite? Ah, non. Tout le monde est là? Ça coupe la semaine. Les gens sont là. Une semaine, c'est mexicain. La semaine suivante, c'est indien. C'est vraiment cool. Alors, fait que on voit des belles initiatives de ce côté-là. Et est-ce qu'il reste de la place pour tous les petits moments comme la discussion autour du café, la discussion de corridor? C'est encore important? Écoute, ce qu'on se rend compte... Parce que ça, c'est la base qui existe depuis toujours, presque. Oui, puis c'est devenu une valeur ajoutée. Les gens ont perdu ça. Alors, fait que là, c'est devenu une valeur ajoutée. C'est des moments qui renforcent les sentiments d'appartenance. Et tu as parlé de l'amie de Véro, hein, qui a dit au lieu de fumer elle, son plaisir, c'est ça. Elle a promené son chien. C'est ça. Puis j'ai quelqu'un qui me disait récemment, c'était un patron qui me disait ça, il dit c'est drôle, hein, il dit j'ai arrêté de fumer, ça fait 20 ans, puis je m'ennuie. Je dis tu t'ennuies de quoi? Le 15 minutes Il dit je m'ennuie du 15 minutes où ce que j'allais jaser avec les fumeurs dehors. Il dit ça, ils dit on socialisait pareil. Je comprends. On fumait, on se faisait pas du bien, il dit on puait, mais on socialisait. Il dit il y en a plus d'occasion. Il dit c'était des détails, mais c'était une occasion d'être avec. C'est-tu le même gars qui s'ennuie de puer, donc qui est nu-pied? Non, c'est pas...
Parce qu'il disait, dans le temps, je m'ennuie de la nostalgie du puage. Il a changé d'autres choses. Il a changé par d'autres choses. Et puis, mais puis on se rend compte aussi que ça favorise la créativité puis la collaboration à l'interne. C'est parce que quand tu noues des liens comme ça avec les gens, ben, t'es plus proche d'eux, t'es comprends mieux, t'es connais mieux. Et il y a un lien de confiance. Ben oui, puis il y a un lien de confiance qui s'installe. Parce que là, tu dis, il est cool, lui. Elle est bonne, elle. Et puis là, à un moment donné, tu vas être indulgent s'il y a une situation corsée. Totalement. Non, dans le fond, ça se peut. Puis pour intégrer les nouveaux, c'est fantastique dans un corridor. Hey, en passant, rencontre donc Simon. Et ça crée quelque chose de fort intéressant. OK, dis-moi, est-ce que, à ton avis, de ce que tu entends dans tes nombreux clients, PME et autres, est-ce qu'on doit forcer ou imposer le retour au bureau ou le laisser encore volontaire? Plusieurs le forcent actuellement. Moi, j'aime mieux mobiliser que contraindre. Quand tu contrains les gens, tu soulèves les insatisfaits. Et puis tu ne veux pas créer de l'insatisfaction à l'intérieur de ton entreprise. Même si ton entreprise n'est pas syndiquée, il suffit que des gens commencent à chialer, puis à chigner, puis dire ça n'a plus de bon sens. Alors moi, j'aime mieux mobiliser. Puis un retour imposé, ça peut créer du ressentiment de la part des gens, puis ils peuvent avoir l'impression qu'on leur enlève quelque chose. Il y a certaines entreprises qui vont essayer de poser des balises comme un minimum de jours. On entend beaucoup de 3 jours actuellement. Ma conjointe, c'est 3 jours semaine. Ben, j'ai des amis, eux autres, il y a des jours, entre guillemets, imposés, c'est-à-dire, tu peux venir, mettons, 2 jours par semaine ou 3, mais pour ton équipe, il faut que tu trouviez une journée. Mettons, le jeudi, l'équipe de l'étage 3 qui s'occupe, mettons, des finances particulières, on se rencontre pour que tout le monde se voit au moins une fois par semaine. C'est nécessaire. Ben, je ne trouve pas ça fou du tout. C'est vraiment nécessaire. Mais il y a ce qui est plate, comme on disait, c'est difficile d'enlever quelque chose. Et on se rend compte qu'il y a certaines compagnies, j'ai une qui actuellement, il essaie de jouer avec... Il y a un droit acquis. Okay. Les nouveaux employés, on va déterminer tout de suite ça va être quoi, la règle, mais il y a effectivement quelques personnes qui étaient là avant, parce qu'ils étaient là avant, on a accepté leurs conditions, il n'y en aura plus après ça, des comme ça. Mais il y a des compagnies qui ont décidé de jouer cette carte-là pour pas perdre une main-d'œuvre que tu veux garder. Mais des choses qu'on a acceptées, tolérées ou qui ont été imposées dans la pandémie, pendant la pandémie. Est-ce que des entreprises ont de la misère à s'en sortir après? Parce que tu comprends, les patrons, s'ils ont donné des avantages, puis là, tu sors de la pandémie, puis tu dis aux gens, ben là, la pandémie est pas mal finie, ça sera le fun. Mais là, mais là, on est habitué, mais... Ça a-tu été compliqué pour certains? Oui, compliqué. Transition difficile? Transition difficile, parce que dans la pandémie, souviens-toi, tout était difficile. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre, les salaires ont explosé. Et puis là, il fait que les gens se sont mis à donner à peu près n'importe quoi de Denzi. On a besoin de besoin. Faut pas le perdre. Denzi. Et on a été très, 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 très généreux. Puis les employés, on peut pas les blâmer. Ils disent pas... quand ils commencent à vouloir renégocier, ils partent pas avec ce qu'il y avait en 2001. En 2021, ils partent avec ce qu'ils ont en 2025. Puis quand même, tu leur dis, mais on t'a donné ça pour la pandémie. Mais oui, mais c'était nécessaire. Et là, on est rendu ailleurs. C'est comme ça. Fait que, je comprends. Je vois des affaires là, à gauche et à droite qui me surprennent beaucoup, beaucoup. Est-ce que le bureau, aller au bureau, parce que tu dis qu'il y a quelques entreprises qui c'est 100%, on comprend que, mettons que tu es policier, ça se peut que tu sois obligé d'aller faire de la patrouille, tu ne resteras pas chez vous. Là. Il y a des métiers comme ça, puis ambulancier non plus. Si tu restes chez vous, ça peut arriver que ça soit compliqué un peu, mais est-ce que le bureau pourrait devenir quelque chose pourrait redevenir la norme, ou tu penses qu'on a quand même trop fait pour l'ouverture de la flexibilité pour que ça arrive? Je pense qu'on s'en va vraiment vers un modèle hybride qui va être durable. Okay. Ça va être vraiment parce qu'on a dit qu'il y aurait un modèle hybride, mais on ne savait pas à quoi il ressemblerait. Là, c'est-tu encore 3-2 à ton avis? Ça va être encore 3-2. Okay. Tu as des opposants, mais tout le monde semble s'entendre pour dire que 3 jours, c'est accepté par les gens. Ils ont un 2 jours qui est flexible, sont capables de le faire, de jouer à ce moment-là. Et puis... Mais ça peut être 3, mettons, 3 chez vous, 3 au bureau, 2 au bureau, ou 2... Là, actuellement, c'est 2 à la maison, 3 au bureau. OK, c'est ça ce qu'on voit le plus. Actuellement. Okay, je comprends. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'autres arrangements. Non, je comprends. Mais ce sont actuellement là, ceux qui sont les plus utilisés. Le bureau garde une valeur sociale et stratégique aussi, qu'on le veuille ou non, parce que c'est ton quartier général. Si le QG, il n'avait plus à un moment donné, mais la flexibilité reste importante et... On se rend compte que les entreprises qui réussissent à trouver un équilibre intéressant sont plus attrayantes que les autres. Alors, ça crée ça. Mais pour finir, j'aurais un message quand même aux gens. Donnez pas l'opportunité ou l'occasion à vos patrons de remettre en question votre statut si actuellement vous n'avez un qui vous convient. C'est la conjointe de mon fils, ils habitent dans l'Ouest canadien. Ils sont partis à l'origine pour une seule année. Oui. Après 1 an, ils ont dit on aimerait rester. Alors avec leurs employeurs actuels, ils ont eu des discussions. Puis elle s'est fait dire,
Tu ne nous as donné aucune raison de remettre en question ton statut actuel. Alors, poursuis. OK. Ils n'ont pas faut que tu penses à ton affaire un peu, là. Ça, fait qu'elle elle a joué tête. Elle était là au moment où ça devait être là. Elle était tout le temps là, mais à distance. Et ils n'ont jamais vu d'impact négatif. Fait qu'ils ont dit, tu peux continuer, vas-y. Mais si tu deviens, à un moment donné, une source de distraction ou de préoccupation pour ton employeur, tu vas retourner au bureau. Ça va ressembler à ça. Il est à côté de mon oncle. Il n'aura plus d'hybride. On va parler un peu d'immigration et de la rareté de main-d'œuvre, qui est toujours un sujet, et je pense que ça va l'être longtemps, la population qui vieillit. Bon. Et pour les régions, c'est un enjeu encore plus vital. Oui. Il y a, dans l'actualité récente, il y avait 2 volets qui sont sortis. Il y a un concessionnaire de Rouyn-Noranda qui craint de perdre la moitié de ses mécaniciens étrangers en raison des nouvelles restrictions fédérales. Et il dit que c'est impossible de recruter localement parce que c'est assez technique quand même. De l'autre, les chambres de commerce de Québec et de Lévis, appuyées par Québec International, rappellent que la démographie régionale est en déclin, chômage est déjà bas et que sans immigration, c'est impossible, ça va être difficile, impossible de soutenir les besoins en santé, en construction, en éducation. L'immigration est donc présentée comme un levier vital pour l'avenir économique et social du Québec et hors Montréal. Et j'ajoute une petite parenthèse, au moment où on enregistre, nous autres, on est un genre de... je sais pas, fin août, mettons. Oui. Puis j'ai vu le maire Marchand qui a fait une sortie pour l'immigration en disant, nous autres, on a besoin d'au moins 13 % à Québec. Oui. Sinon, c'est un déséquilibre. Il y a tellement d'emplois. Puis tous ceux qui vivent dans la région de Québec, honnêtement, vont vous dire la même chose. On va partout. Tous les métiers d'entrée de gamme, c'est-à-dire où on commence à travailler, chez Walmart à la caisse, chez Tim Hortons, chez McDo et autres, on le voit, l'immigration est là. Partout. On a besoin. Fait que c'est pas, on le sait, fait que le maire a comme dit, c'est bien beau baisser les seuils. Fait que pour dire qu'on n'est pas en région, là, pour Montréal, on est une région, mais je veux dire, c'est une préoccupation très forte. Puis en région, ben là, on parle de Rouyn-Noranda, fait que tu peux nous en jaser un peu, là. Écoute, c'est compliqué, là. C'est compliqué. C'est d'abord... Imagine, quand tu perds 50 % de ta force de travail, c'est un calvaire. Mais tu deviens à risque aussi. Oui, c'est plus un souci, c'est un calvaire, là, littéralement. Donc, c'est dramatique pour un garage, c'est certain. Et il y a une perte de savoir-faire immédiat aussi, parce que ces gens-là sont arrivés avec un savoir-faire. Les propriétaires de garage me disent qu'ils sont plus débrouillards. Souvent, ils travaillaient pas dans des conditions avec des pareils. Ils sont organisés avec un tournevis et un marteau, ils en ont fait pas mal. Mais on comprend ce que ça veut dire. Ils sont ponctuels, sont là, ça chigne pas, sont vaillants et puis ça s'absente pas. Alors, c'est une source extraordinaire. Mm-hmm. Alors là, est-ce que eux autres, dans le fond, ils s'en tiennent au gouvernement, dans le fond? Si le gouvernement ne fait rien, s'il ne recule pas, parce que dans le fond, il n'y a pas de solution d'autre. C'est quoi? Tu ne peux pas former du monde vite de même, comme tu dis, c'est tellement spécialisé. Écoute, c'est qu'actuellement, d'abord, c'est qu'il essaye de trouver une façon d'attirer les gens, c'est bien. Mais localement, pourquoi c'est si difficile localement? Parce que si tu regardes l'Abitibi, tu as des mines. Et quelqu'un qui va travailler à la mine va faire 4 fois le salaire qu'un mécanicien va faire en commençant. Fait que si tu l'amènes en mécanicien, il va avoir la mine basse. On t'a dit, puis tout passe. Non, ça en prenait une pour lancer la saison. Je trouve ça nécessaire. Non, mais c'est vrai que c'est... Mais... je suis à la mine basse, j'aime ça. Sauf qu'il y a un autre enjeu que je me permets. Un haut dirigeant d'une bannière de garage. Assez connu. Je n'aimerais pas le nom. Très connu. Un des plus gros au Québec m'avait dit, Simon, on a un enjeu, c'est que il dit, on se cachera pas en mécanique, il dit, c'est encore 97 % masculin. Oui. Et il dit, mais c'est le même profil des gens qui vont étudier en électricité, qui vont étudier en plomberie, qui vont travailler. Ils ont le choix des jobs manuels. C'est bien payé, ça, maintenant. C'est tout bien payé. Le type qui s'en va travailler à la mine, c'est probablement le même profil qui aurait voulu devenir mécanicien. Et il dit, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il dit, l'enjeu qu'on a en mécanique, c'est que les mécaniciens amènent leurs outils, ils fournissent leurs outils. Ils s'achètent des coffres. C'est du 15-20 000 maintenant, s'acheter un coffre à outils. Alors qu'il dit, quelqu'un qui étudie pour devenir électricien, quand il a acheté pour 800 pièces d'outils, il est prêt à travailler. Et puis, il peut travailler à son compte. Éventuellement, il peut travailler pour des sociétés d'État comme Hydro-Québec ou autres. Alors, il dit, ça devient difficile de recruter en plus des mécaniciens. Alors, c'est pas juste en Abitibi. L'industrie complète pourra pas survivre. Ça se croise, ces métiers-là, c'est ça que tu dis? Totalement. La compétition est féroce pour s'attirer ces talents-là. Mais pour mettons, si on prend le monde de l'automobile, ça affecte comment les entreprises ou autres, les restrictions, tout ça?
Ben, ça affecte parce que ça met d'abord en danger la maintenance des véhicules essentiels. Ouais, ambulance, police, services. Si la personne de les réparer, c'est dangereux. Tu es dans le trouble. La Corporation des concessionnaires a averti qu'il va y avoir vraiment des enjeux au niveau des impacts sur la sécurité publique. Pour les citoyens, ça veut dire moins de disponibilité, explosion des coûts au niveau de réparation. C'est pas un beau portrait, Gilles. Non. On dit que dans la région de Québec et pour Lévis, donc la région de Québec, la ville de Québec, la ville de Lévis, l'immigration est cruciale, c'est vital. Pourquoi? Tu parlais de Bruno Marchand. La démographie joue contre nous autres. On est vieux? On est vieux. C'est vrai, région de Québec, on est vieux. Parle pour toi. Non, mais moi, je suis pas vieux. Ma blonde, elle m'a donné un nouveau nom que j'aime bien. Gilles est devenu un homme d'un certain âge. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire d'un certain âge? C'est ça qui est bon? Je choisis. Un certain âge. Parce que, tu sais, les personnes âgées, ça me fait rire. Parce que c'est vrai que des fois, ils vont dire, ben, j'ai rencontré une femme d'un certain âge. C'est quoi une femme d'un certain âge? Elle a 54, 64, 74 ou 84? Mais j'aime l'expression. Je trouve que c'est un fourre-tout épouvantable, là, tu sais. Mais je suis d'un certain âge, ça a l'air. Mais moi aussi, surtout. Puis quand je me lève le matin, je suis d'un certain âge différent. Avancé même. Je suis craqué. C'est sûr. Mais la démographie, contre nous autres, en 2024, il y a eu plus de naissances que de décès au Québec. C'est pas compliqué. De décès ou de naissance? Il y a plus de décès, c'est-à-dire qu'il y a de naissance. Okay. On fait plus d'enfants, on le sait. On le voit autour de nous autres. Plus jeune, tout le monde avait des enfants. Et là, c'est rendu quelque chose... La relève n'est pas là. L'immigration est cruciale, c'est ça. Le chômage, dans la région de Québec, c'est sous les 4 %. Alors, on parle de vraiment près du plein emploi. Quand on est rendu en bas de 4 %... Ça fait quelques années que c'est fort, là, à Québec. Totalement. Donc, ça travaille à Québec, on le sait. Les entreprises sont absolument... Ça travaille. Okay. Et puis, sans nouveaux arrivants, on ne pourra pas combler les postes, les besoins en santé, en éducation, en construction. Tu le dis, on le voit dans les services, les postes d'entrée. Ouais. Tu vas au pavillon Saint-Dominique, je te dirais que 2 personnes sur 3 qui travaillent là, à vue d'homme, on s'entend, j'ai pas de statistiques précises, mais c'est des gens qui originent d'un autre pays. Oui. Ils sont l'Amérique du Sud, beaucoup. L'Afrique. L'Afrique, d'abord, l'avantage, c'est que plusieurs parlent français. Parlent français. Puis je regarde au Saint-Patrick, mon beau-père est là, puis il se garde la plupart des employés à cuisine, de l'entretien, puis tout ça, c'est des personnes noires. Oui. Des personnes qui sont très fières d'être ici, puis sont venues pour travailler, puis c'est la famille, puis tout, c'est... D'ailleurs, il m'a fait une blague, je dis ça de même, ça va te faire sourire. Je me suis fait une blonde, il y a 85 ans, M. Junot, fait que... Je disais, oui, puis elle m'a laissé un cadeau en plus chez nous. Je disais, tu vas vite en affaires. Puis ça, j'arrive là, il montre un dessin d'un enfant de très jeune. Finalement, c'était une employée dont la garderie était fermée, puis sa fille de 3-4 ans est venue. Elle faisait le ménage, fait qu'elle dit, ça vous dérange-tu? Ben non. Fait que là, évidemment, il nous a fait marcher. T'aurais dû voir Véro. Ton père s'est fait une... s'est fait une blonde. Il faut que je l'appelle. Ça n'a pas de bon sens. Maman vient de mourir, ça fait 3 mois, puis c'est plus ça à monter d'un grand rideau. On a bien ri. Mais finalement, c'était ça. Mais c'était une façon de démontrer que dans la vie aussi, si t'as pas de gardienne, tu viens avec, puis la petite fille fait des dessins pendant que tu fais le ménage, mais elle a pareil. Elle n'a pas callé off. Tu comprends? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très ça. Et puis, mais on fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. J'ai même quelqu'un, moi, je me suis acheté une moto, c'était la personne qui me l'a vendue, une entreprise manufacturière. Les nouvelles règles font qu'il est obligé de transporter sa production en Asie. Il dit, Simon, c'est la dernière chose que je voulais de ma vie. J'ai toujours été fier de produire au Québec et dans le textile. Il n'y a plus le monde de le faire? Il n'y a plus personne. Il dit, il dit je n'ai pas d'autres. Il dit, c'est eux autres. Il a construit des blocs pour eux autres. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait pour les garder? Il n'y a rien qu'il n'a pas fait, mais les règles ne lui paient. Puis il dit, Simon, j'ai le dédain de mon entreprise. Il dit, moi, ça a toujours été... La fierté québécoise. On fait ça chez nous. Du Québec. Il dit, ça me coûtait plus cher. Puis j'étais content d'avoir un produit qui était fait chez nous. Il dit, pendant des décennies, c'était ma fierté. Et on m'a enlevé cette fierté-là. Il dit, sans les travailleurs immigrants, je peux pas le faire. Qu'est-ce que les chambres de commerce, Québec international, les autres organismes d'économie, qu'est-ce qu'ils suggèrent? Ils veulent rétablir le seuil de 20 % de travailleurs temporaires et dans les régions dans lesquelles le taux de chômage est très faible. Ils veulent retirer les quotas pour les professions en rareté de main-d'œuvre parce qu'on a mis des quotas actuellement qui font pas de sens. Et ils veulent réserver au moins 15 % des admissions permanentes à Québec-Lévis pour refléter son poids économique qui est devenu une nécessité. Mais le problème, c'est d'avoir des oreilles au gouvernement. Ouais, le gouvernement souvent se lance à balle avec Ottawa. Ça, c'est Ottawa, ça, c'est Québec. Fait que finalement, on sait comment c'est compliqué. Là. C'est devenu un enjeu, devenu un enjeu électoral. Si on voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement, puis ça alimente les passions. Les gens mélangent des choses. Moi d'abord, j'aime les immigrants. Je trouve que chacun d'eux, quand je parle avec eux... C'est une valeur ajoutée. Gilles, ils apportent avec eux un scénario de film, chacun un scénario de film, un synopsis pour un livre.
c'est pas rien de déménager. On le sait, un déménagement d'une rue, 2 rues à côté, c'est un chiard. Quand tu quittes ton pays, je parlais avec un Français, il dit, on m'a renvoyé chez moi 3 fois. Il dit, au niveau 3 fois. Administrativement parlant. Ouais, il dit, j'ai été obligé de quitter mon emploi, retourner chez nous. Il dit, il a fallu vraiment que je Oui, parce que c'est des frais à chaque fois. Tout le temps, une fortune, tu recommences à zéro, le découragement. Puis c'était pas une immigration compliquée. Là, il est correct, il a sa citoyenneté, puis tout ça, mais il dit, 3 fois qu'on m'a renvoyé chez nous, c'est pas rien. Il dit, quelqu'un veut. Et tout le monde me disait, abandonne. Ma famille disait, ça n'a pas de sens. Il y a eu de la ténacité. Il voulait pas à peu près. Alors, derrière ça. Fait que, on est clairement dans ça. Ils veulent mettre fin au gel du programme d'expérience québécoise, le PEQ, on a mis un gel actuellement, puis ça n'a pas de bon sens. Et alors, on s'en va vers ça. OK. Est-ce qu'on peut attendre ou il faut agir tout de suite? Non. On est déjà en retard? On est dans le mur. Gilles, le temps presse. C'est maintenant qu'on doit adresser cette situation-là. Chaque quota arbitraire ou demi-mesure, là, ça compromet les projets économiques et sociaux. Et l'immigration, c'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Sans ça, écoute, pour l'avenir de nos régions, si on n'a pas cette immigration-là, on n'y arrivera pas. On va continuer de parler de l'emploi. On va parler du taux de chômage chez les jeunes diplômés universitaires au Québec, qui a grimpé en 2025, Simon, mais de manière plus marquée chez les hommes, à près de 11,5 % que chez les femmes, à 6 %. 2022, les deux groupes étaient sous les 4,5 %. Donc, il y a un changement important. Entre les hommes, le taux chez les hommes diplômés dépasse celui de tous les jeunes hommes. Donc, les femmes profitent davantage des secteurs comme santé, éducation. Et les domaines masculins sont plus touchés par le ralentissement. C'est préoccupant. C'est un grand décalage quand même. C'est un décalage. Qui s'agrandit encore, là, ce que je vois. Puis Gilles, tu l'as vu, même chez vous. Tu m'as déjà raconté qu'Émile, ton fils, sa première année en médecine, c'était quoi la quantité d'hommes? Elliot, excuse-moi, Émile. Émile, c'est l'épicine. Non, mais Émile, l'épicine, c'est bon. Mais là, on va plonger dans la médecine. Non, Elliot, effectivement, quand il est arrivé en médecine, sa cohorte était 160 étudiants, 148 femmes et 12 hommes. C'est assez clair, là. Quand tu regardes le groupe, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de chiffres. Mais ma blonde étudie en droit, puis elle me dit c'est au moins 80-85 % de femmes, le droit. Alors que le droit, jadis, c'était des hommes seulement. Totalement. Je le juge. Fait que ça change. Même l'ingénierie, actuellement, ça devient. Mais on sait c'est très, quoi, très féminin. de quoi va être faite puis c'est déjà le cas maintenant. Oui. Mais les hauts dirigeants, toi, tu travailles avec des hauts dirigeants, mais des femmes, c'est pas du hasard, c'est pas juste des quotas qu'ils amènent là. C'est les compétences puis les études. Dans 5 ans, moi, j'estime que ça va être 7 femmes sur 10 qui vont diriger les entreprises. Je suis convaincu de ça. Et puis, Puis pas par des quotas, par des compétences. Par des compétences. Complètement. Aucun quota dans ça. Puis, si on parle souvent, là, aux États-Unis, on a parlé quand est-ce qu'il y aura une présidente, une femme. On en a parlé avec elle. Et puis, on en parle souvent en politique aussi, la présence des femmes et tout ça. Mais sur le marché du travail actuellement, c'est la femme qui domine. C'est très clair. Il y a un écart très, très préoccupant. On se rend compte que le marché du travail valorise aussi davantage des secteurs féminisés dans une période de crise actuelle au niveau de la santé, entre autres. La santé. Tu parlais d'éducation. Si on voit que le gouvernement a encore de la difficulté à avoir les enseignants pour c'est pas fermé. Autant les infirmiers ou les autres services parallèles en médecine ou même en éducation, c'est pas une question que c'est fermé ou que c'est empêché, pas du tout, mais c'est souvent une question d'intérêt. Oui, l'intérêt pas là. Tu peux pas, si tu fais ta vie dans quelque chose qui t'intéresse pas, ça marche pas. Là. Tu peux pas juste prendre un trou, il y aurait de la place là, je vais le faire. Il me semble que c'est pas de même que tu as le goût de faire ta vie. Hein? Non. Fait qu'on peut pas blâmer les gens. Puis les gens, il y a plus de choix qu'il n'y en a jamais eu, mais on se rend compte que les hommes diplômés ils subissent le ralentissement de leur secteur et il y a une concurrence accrue à ce niveau-là. Est-ce qu'il va y avoir une conséquence sur la poursuite des études? Il y en a qui vont se décourager. C'est que si tu investis dans un diplôme universitaire, tu te rends compte que tu auras peut-être pas... Il y a plus de gars qui lâchent, même aujourd'hui. Là. Totalement. Juste les stats, c'est pas une question d'opinion. Les stats. C'est même pas proche. C'est même pas proche. Et puis même sur les compétences de base, l'écriture, les hommes, le niveau d'écriture, la qualité de l'écriture, les fautes. Tu as juste à passer 10 minutes sur Marketplace pour te rendre compte. C'était peurant, hein? C'est épeurant, même plus le bon terme. Il y a des mots. C'est c'est quoi ce mot-là? Faut que tu relises la phrase oralement. Tu dis, OK, c'est ça, OK, je comprends. Je fais des captures d'écran, puis j'envoie ça à un de mes chums, entre autres, puis on se relance. Mais c'est épouvantable ce que je peux lire là-dessus. Et même sur les forums, quand les gens s'expriment. J'ai vu l'autre fois CESSA. J'ai dit, c'est ça, c'est quoi? Mais c'est ça. Fait que là,
Mais tu sais, si tu vois ça, c'est un nouveau mot. Non, c'est ça. J'ai vu un bateau, la personne vendait un bateau, c'est marqué facture à la pluie. Alors, ils ont laissé sur le deck du bateau, il n'y a plus. Alors, fait que il y avait la facture à la pluie. Ouais, et puis, écoute, ça, c'était une. Il n'y avait pas peur de se mouiller. Non, non, puis là, ça n'a pas de bon sens. On sort, mais ça fait partie des personnages. Pas le choix, mais il y a de quoi qui n'est pas fait de ma part, mais c'était un bateau qui se vendait en haut d'une centaine de mille, là, et moi, je lis le texte, puis comment le gars qui écrit de même est capable de s'offrir un bateau comme ça? C'est méchant de ma part, là, mais... Tu faisais le lien, tu disais, OK, c'est quoi son domaine d'expertise? J'aimerais ça savoir ce qu'il fait, parce que c'est intéressant. Parce qu'il est directeur d'école en français, tu vas te poser des questions. C'est une catastrophe, c'est le cas, mais puis on sait qu'il habite dans une région pluvieuse au moins, alors fait que c'est comme ça. Mais certains vont se décourager d'investir dans l'université parce que si tu es en train de prendre ton parcours universitaire, tu as un ami qui lui a étudié dans un métier, on parlait des mécaniciens ou des choses comme ça, puis la personne fait déjà un excellent salaire, et puis que la personne a déjà commencé à investir. Et quand tu regardes les jeunes acheteurs de propriété, c'est souvent des jeunes métiers. Tu remarqueras, c'est souvent des gens qui sont plombiers dans des à 28 ans qui font 100 000, il y en a plein. Là. Il y en a plein, puis puis je regardais ma coiffeuse, c'est qui est une jeune femme avec son chum, puis ils sont en train de se construire, et puis lui, il est remorqueur, et puis elle est coiffeuse. Mais ils font plus que 100 000 à deux, là, c'est sûr. Ils font des beaux... Ils ont chacun un Tesla. Ils conduisent chacun un Tesla, et puis ils sont en train de se construire, et puis c'est parfait, fait que ça roule. Fort, là. En tout cas, ils dépensent. Hein? Ouais. Ils contribuent à l'économie. Merci, mais on leur dit merci de faire marcher l'économie. Merci. On apprécie beaucoup. Et puis peut-être que je laisse trop de pourboire. À un moment donné, il faudrait que je me remette en question. Mais c'est ça. Puis on se rend compte qu'un diplôme universitaire, quand même, reste plus payant. Et puis c'est ce que les gens c'est prouvé. Semblent oublier. J'ai vu les chiffres de Pierre Fortin, à un moment donné, l'économiste du Québec, qui disait oubliez toutes vos idées reçues, prenons les vrais chiffres, là, les chiffres, les stats. C'est sûr que sur 5, 10, 15, 20 ans, tu es tellement gagnant d'avoir des études supérieures. Mais c'est pas vrai pour tous les métiers. Non. C'est pas vrai pour tous les métiers. C'est pas vrai pour tous les métiers, mais on estime que c'est jusqu'à 62 % de plus en termes de revenus supplémentaires à la mi-carrière. Alors, fait que ça veut dire que tu vas attendre plusieurs années, tu vas devenir. Alors, fait que c'est intéressant. Puis on peut probablement s'imaginer qu'on va travailler plus longtemps les prochaines générations. On n'aura pas le choix à un moment donné. Est-ce qu'on parlera de 67 ans à la retraite ou des choses comme ça? Mais ça va avoir un impact au niveau financier. On pense encore à nos amis, mettons, moi, dans les années 70, il y avait des gens qui faisaient un bac en philosophie. Ouf. Fait que là, je me disais, puis mon vieux gars, c'est tout le temps, à moins que tu joues au hockey, tu joueras pour les Flyers de philosophie. Mais on comprenait pas. Non, mais on faisait des blagues parce qu'on comprenait pas. Je dis, tu vas faire quoi? Puis tu sais, si tu as ça à côté d'un métier que tu peux faire, je regardais des grutiers qui gagnent 125 000 par année parce que c'est une job. Quand, tu sais, ceux qui sont en haut des grues, je comprends que t'es mieux de peser sur le bon piton pour pas tuer 3 ou 4 personnes en dessous. C'est pas simple. Là. Puis je veux pas prendre que ça. Mais il y a beaucoup de métiers manuels. Ma crainte, moi, c'est que ça a un impact encore plus grand sur le fait de lâcher les études de bonne heure. C'est ce que je crois qui va arriver. C'est ça, hein? Écoute, si c'est un risque. On sait que les jeunes garçons, les jeunes hommes, ils aiment moins les études dans une majorité. Pas tous, mais il y en a plusieurs qui aiment moins les études. C'est pas d'hier, ça. C'est pas d'hier. Puis là, tu as la chance de faire une technique. Il y a des offres intéressantes. Souvent, tu as un emploi qui t'attend déjà à la sortie de ton diplôme. Et des gens qui te prennent puis on dit on va te former. Oh, oui, puis ils vont même ta formation va se faire live en étant payée. Ils vont payer tes études, ils vont t'habiller, tout ça. Quand tu as 18-19 ans, c'est attrayant une affaire comme celle-là. Complètement. Et c'est en plus, tu travailles en région, puis que l'idée d'étudier à l'université t'obligeait de t'expatrier, ben, toi et moi, là, ça devient intéressant. Fait que je pense qu'il va falloir diversifier les champs d'études pour répondre davantage aussi aux nouvelles réalités du marché. J'ai l'impression que, c'est avec tout ce qu'on voit de l'intelligence artificielle, on n'a peut-être pas encore adapté le marché à ce niveau-là. Je veux qu'on parle 2 secondes, même si c'est plus la job de Martin Derico, que dans une autre chronique, va en parler. Mais je veux qu'on parle du prix moyen des maisons parce que ça a une incidence sur tout le reste, le travail, les ambitions. Mais il faut penser, juste pour vous dire, avant de vous donner le chiffre, que dans les années 90, le prix moyen d'une maison à Montréal était à peu près de 200 000, 170-200. C'était un deal? 170, oui, effectivement. Aujourd'hui, prix moyen d'une maison dans la région de Montréal, c'est 1 million. C'est 5 fois plus en 30 ans, c'est ça? Oui. Ça donne le vertige de voir des chiffres comme ceux-là. Mais tu as vu, juste à Québec, on est habitué, des fois on se disait une maison moyenne, le prix moyen de maison c'était à 200, 225, là on est rendu à 300, 400. Là.
On a doublé rapidement, là. Puis même à 300, 400, c'est pas grand-chose. Dans mon avenir, dans mon entourage très près, là, j'ai justement des enfants de des amis à moi là, qui tentent d'acheter des propriétés. Là, puis ils ont un budget intéressant. Là, c'est un jeune couple qui ont 450 000 à mettre. Ils ont un bon cash et tout ça. Puis ils font un offre, puis il y en a 16 autres à côté. Il y en a 16 autres. Ils se font toujours outbidder, puis ils offrent toujours en haut du prix, mais ils se font outbidder pareil. Puis pas des maisons où tu amènes ta valise puis tu es prêt à loger. Là. Toutes des affaires que... Le manque d'amour, des fois. Beaucoup de manque d'amour. Puis, alors, fait que écoute, c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Ça donne vraiment, pour moi, c'est vertigineux. Puis, mais c'est un symbole pour moi, c'est symbolique, puis c'est révélateur du marché. Puis c'est inabordable pour les jeunes familles, qu'on le veuille ou non. C'est décourageant pour eux autres. Écoute, c'est très difficile. Et puis, comme tu disais, le prix a quintuplé. Puis il y a un manque de terrain disponible qui alimente tes pressions sur le prix, c'est très clair. Est-ce que c'est l'offre insuffisante, la pression de l'immigration, les régulations ou l'ensemble de ces cas? C'est peut-être un mélange de tout ça. C'est un bon cocktail, en tout cas. On met tout ça ensemble. L'offre est trop faible. On parlait des terrains qui sont rares. Les régulations qui sont lentes. Il va falloir, à un moment donné, que les villes s'ajustent au niveau de la vitesse. Je sais qu'il y a un effort qui est fait. À Québec, je ne pas passer une année électorale, mais ça me frappait à quel point ça construit beaucoup parce que la volonté... Le maire Marchand a dit qu'il faut mettre ça prioritaire. Ils ont changé de vitesse, puis ils travaillent maintenant avec des constructeurs. Moi, j'avais jamais vu ça. J'ai vu Michel Parent de Logisco sur un des très gros constructeurs à Québec, locateurs et autres. Ils travaillent avec la ville, puis ils ont dit, écoutez, on va travailler ensemble pour accélérer. Donc, moins de demandes, moins de ci. On fait ça. C'est pas de tourner coin rond, mais s'assurer qu'il y a une séquence plus rapide pour pas que ça prenne... D'abord, si tu as un besoin là, puis que tu n'as pas encore tes plans de fête, c'est dans 2 ans, 3 ans. Ça peut pas être demain. Là. Non. Puis c'est pas vrai que quand tu soumets une demande de plan, là, qu'il y a une personne qui va travailler là-dessus pendant 3 ans. Non, c'est parce qu'il fait long. Je comparais ça au bureau de passeport. Ton point est très bon. Si ça prend 3 ans, c'est pas parce qu'ils ont mis 3 ans à régler ça. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, écoute, c'est ton dossier, tu en as pour 3 ans, puis tu verras dans 3 ans si on donne le go à ça. Il n'y a pas personne qui fait ça. Je comparais ça au passeport. Le passeport, c'est quoi le délai moyen? C'est quelque chose comme 21 jours. Ouais. Et si tu payes un peu plus cher, tu peux l'avoir à l'intérieur de 10 jours. Puis tu payes encore plus cher, c'est quasiment demain. Ouais. Mais il y a une raison à ça. Et c'est quoi qui s'est passé? Là? Comment est-ce qu'on a approuvé ton affaire? C'est parce que c'est pas si compliqué. Parce qu'il y a des piles? Il y a des piles. Moi, je pense qu'il y a des gens qui... Il y a des piles. Oui, effectivement, des piles. Non, mais on comprend c'est quoi la pile? La pile qui des pas payeux est plus haute et est dans le fond. mais ça te prouve quand même qu'on peut faire plus vite. Oui. Et les villes devaient s'ajuster. Bravo à l'administration Marchand qui font un effort actuellement. C'est pas encore parfait, mais saluons. Mais on voit ça construire. Là, ça construit. Donc, saluons au moins le progrès. Alors qu'à Lévis, ils n'arrachent parce qu'ils ont fait le contraire. Ils ont bloqué des développements. Ce qu'on comprend peu là, dans la situation actuelle. Je comprends pas. Une autre solution, il y a une réalité, c'est que l'immigration soutient la demande sans que l'offre suive actuellement. Ça, c'est une réalité. On le sait actuellement. Puis ça, c'est plus difficile parce qu'il y a ça. Et puis, il faut accéder éventuellement à une densification puis simplifier les permis. Mais la densification, on parlait du prix, c'est difficile de densifier quand... les jeunes que je connais, moi, s'en vont vers Neuville, ils s'en vont vers... Mais c'est loin, oui. Et puis, pour avoir les moyens d'acheter. Ils n'ont pas le choix. Alors, fait que c'est quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des solutions dans l'air pour aider à l'accessibilité? Écoute, encourager la construction familiale et multigénérationnelle semblerait être une idée intéressante à ce niveau-là. Réviser les zonages. Faut que tu t'entendes avec tes parents, par exemple, les beaux-parents, des fois. Des fois, tu dis n'importe quoi, j'aime mieux m'en aller coucher dans la rivière que d'être avec eux autres. T'aimerais-tu ça, vivre dans une... juste entre nous deux, il n'y a personne qui nous écoute. Non. Mais moi, une bigénération avec mes enfants, oublie ça. Zéro. J'ai aucun goût de ça. Non. Puis je suis sûr qu'ils n'ont pas le goût, fait que ça va bien aller. Vous entendez? Ça va bien aller, mais moi, j'aurais pas le goût de ça. Mais on voit ça. Réviser les zonages, on a parlé un peu. Et densifier près des zones de transport. Ça devient intéressant. Et puis, donner des incitatifs aux promoteurs afin qu'ils puissent cibler les acheteurs locaux. On va, tant qu'être en dehors un peu de nos pompes, mais on touche à l'économie pareil, puis on touche à monsieur, madame, tout le monde. On va parler un peu de l'épicerie parce que c'est complètement fou. Il y a beaucoup de choses qui ont réussi à baisser, entre autres l'essence. Ouais. Pas autant au Québec, nous, à cause de la taxe du carbone, mais qui a été plus valorisée, en fait, appréciée par les autres Canadiens que nous autres. Puis ça, c'est un autre dossier. Ils ont beau broder, m'expliquer comment c'est mieux chez nous. J'ai pas trop compris. Non plus, j'ai pas compris. Ils m'ont vraiment pas convaincu. Puis je suis pas convaincu que les sommes qu'on paie sont mis à la bonne place. J'ai l'impression que ça paye le café.
c'est pas une bonne nouvelle. Mais là, l'affaire, c'est que, bon, il y a beaucoup de produits qui transigent États-Unis, Canada, donc, entre autres, dans l'alimentation. Puis Sylvain Charlebois, le food professor, avec qui on parle de temps en temps, que j'aime beaucoup. Oui, il a vraiment fait une bonne job. Il dit que lui, les contre-tarifs canadiens, ça nous a nuit aussi. Là, on vient d'enlever, M. Carney, il faut le dire, parce que là, on va mentionner que ça monte, mais il y a quand même, dans des contre-tarifs généraux, donc plusieurs éléments de l'épicerie, ça devrait paraître peut-être septembre-octobre, il y a des choses qui vont redescendre. Mais ça nous faisait mal. Ah, ben, les tarifs, là, d'abord, c'est une taxe sur le citoyen. C'est une autre taxe, ben oui. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ici. On n'a pas appelé ça tarif, c'est taxe. C'est ça. Puis il y a une partie de moi qui est dérangée par tout ça parce que de pas répondre aux États-Unis, il y a une partie de moi qui ça met en maudit. Oui, je comprends. On se fait attaquer. Moi, je pense que la seule chose que je vois, c'est préparer l'ASEAN, la renégociation du traité des trois pays. C'est ce que je crois aussi. On n'aura pas le choix. Mais ça nous fait mal de voir qu'on plie à chaque fois devant M. Trump, qui fait pas beaucoup d'efforts. Pas beaucoup, mais je dirais même aucun. Puis on sait que c'est imprévisible. Il change encore. Et puis on a l'impression qu'il va chercher exactement ce qu'il veut avoir. Et puis on n'est pas sûr qu'il sait ce qu'il veut avoir, mais qu'il en demande encore. Mais il y a une réalité, c'est que c'est nous autres qui paient ces tarifs-là. Tout le temps. Et puis actuellement, il faut réduire. Alors, fait que c'est alarmant. Puis pour les ménages modestes, Gilles, je vais faire l'épicerie des fois. Jamais avant, je regardais le prix du panier d'épicerie ou ce que j'achetais, puis tout ça. Puis, on le fait tous maintenant. Puis aujourd'hui, là, je regarde ça, je vais l'essayer, cette marque-là. Elle est moins chère, 3 piastres de moins, elle est peut-être bonne aussi. Et puis, des produits sans marque que j'achetais peu avant pour certaines choses, là, je suis obligé de te dire que je l'essaie. C'est des fois, je vais l'essayer. Et puis, parce que ça n'a pas de sens. C'est quand la dernière fois tu étais allé à l'épicerie, ça coûtait en bas de 100 piastres. Je parle pas aller faire ton épicerie. Mon drame, c'est que je vais 4-5 fois par semaine, c'est toujours 100 piastres. Fait que là, je me dis... Puis regarde aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, là, je fais un plat cuisiné. Fait que j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose, j'ai pas besoin de grand-chose. Je cherche le nom, là, mais peu importe. Ça me vient pas avec des bines, de la sauce, mais peu importe. Là, genre, oui, c'était vraiment... Pas des bines, des bines Clark, là, mais en tout cas, plutôt des haricots rouges et autres. Chili, je cherchais ça. Chili à la viande, ma blonde voulait ça. Fait que un peu de veau, un peu de ci, là, tout de suite, je me ramasse à 20-25 piastres, pas trop long. Non, mais... Ça va sentir bon dans la maison, tout ça. Ça va être écœurant. Mais sauf que ça m'a coûté 80 pièces. Ben, c'est ça. J'ai rien fait de folie, mais il y avait du... Non, mais c'est parce que, je te donne un exemple, il y avait du veau et du veau et du bœuf, mais les deux ensemble, un à 12, l'autre à 9 pièces, c'est rendu à 21 pièces. Après ça, j'avais 200 grammes de chorizo, un autre 10 pièces, parce que c'est pas de... Fait que t'es rendu à 30, 40, ça monte à coup de 8, 12, 16, je capotais. C'est vrai. C'est un repas. Avant, on se faisait une sauce à spag. C'était la recette qui était... Ouais. C'est cher faire une sauce à spag. Ça coûte une fortune, pour vrai, sérieusement. Puis je veux pas faire de blagues, mais en même temps, je vais vous faire sourire, mais je regarde, tu sais, les fameux les Kraft Dinner. Oui. Je vois des ventes, là, des fois chez Maxi, d'autres fois j'ai vu 10 Kraft Dinner pour 12 piastres. Mais tu sais, quand tu... Non, mais ce que je veux dire, combien n'ont fait, puis combien en mangent, puis avec plaisir encore. C'est encore très bon. Tu pimpes ça. Moi, je pimpe ça avec des petites saucisses hot dog pour être sûr de mal manger. Là. Tu sais, quand tu fais vraiment... Pour être sûr de prendre de la scrap, tu mets des saucisses hot dog coupées en petits morceaux dans ton Kraft Dinner, auquel tu as ajouté en hypocrite pendant que ta blonde ne regarde pas un peu plus de fromage. Fait que tu arrives vraiment à être sûr de pogner 700 calories de la bouchée. Mais moi, on dit que c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Non, au goût, je veux dire, comme bien d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'en vend, tabarouette. Mais c'est normal, parce qu'à un moment donné, il faut que tu compenses. Si tu as acheté, mettons, je sais pas, mais tu as acheté le porc, c'est probablement le meilleur deal, parce que c'est le porc du Québec. Oui. C'est vraiment moins cher que bien d'autres choses, puis c'est très, 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 très bon. Puis il est demandé partout, les Japonais trippent sur notre porc. Moi, mes meilleurs deals dans une année, c'est presque toujours le porc. Mais on regarde, ça, je veux dire, on regarde. Puis des fois, il faut t'équilibrer tes repas. Tu peux pas être dans le saumon fumé tout le temps, là. Hey, écoute, Seigneur. Si tu étais un jeune couple, là, et puis tu commences dans la vie, là, ton loyer est plus dispendieux qu'il était avant. Le prix des voitures moyennes, actuellement, c'est 65 000 une voiture neuve. C'est effrayant. Tu vu les coûts comme ça n'a monte? pas de bon sens. Gilles, c'est épeurant. Et puis, je sais pas où est-ce que ça va aller. Ce qui les aide, c'est que les gens achètent des paiements. Oui. Parce que les gens font, ils mettent sur 7-8 ans. Ouais, mais fait qu'ils se disent, non, je sais que tu payes plus cher, mais tu te dis, combien... Parce que dans le fond, ce qu'ils te demandent au garage, c'est quoi? Monsieur Saint-Hilaire, combien tu veux mettre par mois? C'est totalement... Mettons, tu veux dire maximum 500. OK, là, il va regarder ce qu'il peut t'offrir. Mais 500 sur 8 ans... 500 sur 4 ans ou 3 ans, quand tu achètes sur 3 ans, c'est pas même plus cher. Là. Écoute, puis là, tu le dis par mois. Mais ou louer ou acheter. C'est même par 2 semaines. Maintenant, comment vous pouvez vous permettre par 2 semaines ou comment vous pouvez vous permettre par semaine? Par semaine. Parce que tu remarqueras qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont ciblées
par la semaine. Ouais, ouais. Alors là, les gens regardent ça, ils disent, je suis capable de m'offrir ça, moi. Ah oui. Mais là, tu rajoutes l'assurance, c'est plus dispendieuse. Les voitures électriques, les assurances sont plus L'assurance, dispendieuses. autant de la maison que les autos. As-tu vu ça aller, les maisons? Moi, j'ai jamais réclamé pour ma maison, puis ça monte à chaque année. Là. Oui. Ça n'a jamais baissé. Là. Fait que tu as une surchauffe partout. Fait que tu vas à l'épicerie. C'est la base, l'épicerie. C'est là. la seule sur laquelle tu as un certain contrôle. Parce que le reste, l'assurance. Tu choisis pas. Ben, tu peux choisir ta compagnie, mais l'assurance. Mais tu n'auras pas un deal non. ça ne te coûtera pas 20% ailleurs. Ça va te coûter dans le même range. Ton loyer, tu n'as pas le choix de payer ce que ça te coûte. Ton paiement d'auto, tu n'as pas le choix. L'essence, c'est pas toi qui contrôle. À l'épicerie, heureusement, tu arrives dans les légumes, tu as à peu près 70 sortes de légumes. Fait que si tu veux des courgettes puis ils sont pas achetables, tu prends d'autres choses. Et c'est ça qu'on fait. Là. C'est ce qu'on fait. Puis tu regarderas l'espace alloué pour ces produits-là. On commence à en laisser plus parce que les gens viennent vers ça. Puis, et un indice, c'est souvent quand tu rentres à l'épicerie. C'est les premières affaires, mais c'est alarmant. Et puis, ça devient un poste de dépenses qui est bien trop lourd actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Les consommateurs font quoi pour atténuer tout ça? C'est d'abord, les consommateurs, ils essayent de favoriser, ils essayent d'utiliser davantage, là, de faire des meilleurs choix, d'acheter des choses qui sont en spécial ou plus abordables. Les gens essaient de cuisiner davantage aussi. C'est les affaires. J'aime beaucoup ton essai. C'est pas facile. Moi, chez nous, j'essaie, là, mais on est encore dans l'essai. Moi, ma retraite active, parce que je bouge. En fait, je fais des activités, mais jamais comme avant. Ça n'a rien à voir avec mon rythme de fou de la radio. Mais ça me permet de faire à manger, puis j'adore ça. C'est le fun. J'aime vraiment ça. J'aime ça parce que j'ai le temps de choisir ma recette, de dire c'est ça que je fais, de m'en aller à pied, parce que je suis à Hauteville, c'est le fun. Je peux me rendre autour avec il y a plein d'épiceries, aller chercher mes affaires, venir, prendre le temps de le faire, embaumer la maison parce que je le fais, puis faire d'autres choses. Fait que non, aller prendre ma marche, puis tout ça. Fait que c'est un rythme qui me va bien, puis je le fais pas pour économiser nécessairement. Mais évidemment, je suis pas un cave, comme n'importe qui. N'importe qui que t'essayes de pas payer le plus cher pour quelque chose qui vaut pas ça. Ce qui m'enrage, comme tout le monde, autant au restaurant qu'à l'épicerie, c'est quand, par exemple, à l'épicerie, un concombre anglais qu'on veut me vendre 3,99, je sais que c'est ben trop cher. Là. Ouais. 2 pour 3 piastres, correct, là, mais tu peux pas me vendre ça 4 piastres chaque. Là. Tu comprends? Fait que je l'achète pas à ce moment-là, je prends d'autres choses. Oui, puis comprends? Tantôt on parlait des gens seuls, c'est pas facile quand t'es seul faire l'épicerie, ils gérer ça, là, puis tu peux manger la même affaire 12 fois. Faut t'éviter la perte. Faut t'éviter la perte, puis c'est difficile d'éviter la perte. L'autre affaire aussi, c'est que tantôt on parlait des 100 marques, les gens se rabattent sur les 100 marques un petit peu plus, mais c'est clairement une préoccupation pour beaucoup de monde. Et puis, tu disais, c'est un luxe que tu t'offres, c'est-à-dire tu as le temps, puis tout ça. Mais ceux qui survivent toute la semaine, c'est-à-dire on court, on a un lift là. Ben, je regardais cette semaine à l'épicerie, là, puis je regardais ce qu'il y avait dans le panier des gens. Fais ça des fois, toi? Oui. Moi aussi, je suis assez curieux pour ça. Je regarde vite fait. Et puis des fois, je fais pire que ça. Quand c'est le jour des vidanges, je regarde les sacs transparents. Qu'est-ce que le monde mange? Ah, ouais. Ah, ils mangent ça. Ça se vend encore, ça? C'est ça, ouais. Ben ouais, je pensais pas, il avait l'air straight, je pensais pas qu'il mangeait des biscuits. Non, je niaise, mais tu sais, des fois j'ai trop de temps. Mais non, c'est vrai que dans les paniers, des fois, hein. Tu sais, je voyais des affaires comme Michelinas puis des choses comme ça. Tu sais, qu'à une époque, on mangeait au cégep. Puis, les congelés, là, tu sais ça? Oh oui. Mais tu sais, je voyais une madame, elle en achetait, là, puis tu te rends compte que c'est pour des lunchs. Mais elle est en tailleur. 60% de sel là-dedans, t'es d'accord? Son téléphone a sonné 3 fois pendant qu'il était à la caisse. Puis ça avait l'air toutes des appels de business. Fait que quand toi puis moi, t'arrives dans le comptoir des congelés. Là, micro-ondes. Écoute, tu peux pas en vouloir aux gens parce que la volonté est là, mais le temps ou la volonté est là. T'essayes de bien manger, t'essayes de mieux, mais écoute, voyons, Isabelle Huot, elle me disait, dans la période de difficulté économique, c'est sûr que les gens mangent moins bien. Je suis convaincu. Ça, tu y vas avec le prix, là. Tu parlais tantôt de craft dinner, puis c'est la même chose, c'est certain. Beaucoup de patates. Si McDo annonce le Big Mac à 3,99 demain, la file va être grande, là. Les gens vont retourner parce que c'est rendu cher, c'est aussi le fast-food et tout ça. Quand t'arrêtes, là, sur la route, là, des fois, je me commande de quoi en mangeant. Puis en bas de 20$, ça doit être rare, hein? C'est impossible. Tu te fais un petit lunch, liqueur, mettons, repas, puis un trio, là, mettons. Demain, tu as 31 ans. Puis tu pars avec ta blonde, tu pars avec Véro, puis vous avez 3 enfants puis en jeune âge, puis vous allez chez Subway pour souper ou pour dîner. C'est 100$? C'est 100$.
Même si des jeunes enfants... Oui, ouais, c'est 100 piastres. 12 pouces, 5 $, là. C'est 12 piastres, 5 pouces. Ça fait long, oui. Ouais, j'aime ça. On est rendu là pas mal. Nous autres, on faisait de la pub aujourd'hui. On savait que ça... 12 piastres, 5 pouces. Ça chante moins bien, par exemple, mais c'est vrai. Luc va se frapper à la tête, c'est mûr en nous écoutant. Mais écoute, pour finir là-dessus, là, je te dirais, on se rend compte que l'inflation alimentaire, c'est définitivement problématique. Les produits importés comme le café, l'huile sont directement touchés. Et puis, les gens essaient de favoriser davantage les circuits courts de magasinage, l'achat local. Et puis, il va falloir éventuellement offrir des allègements fiscaux sur les produits de base pour essayer de ramener les gens vers ça. Puis, on va devoir reviser nos tarifs, nos politiques tarifaires parce que on va se faire mal. Là, on se fait mal. Ouais. Et le gouvernement, ben, à un moment donné, ils reviennent. On peut se battre, mais on va perdre. Mais je pense aussi qu'il faut pas juste le dire, pas juste faire de réunion pour le dire, mais enlever tous les tarifs entre les provinces. Il faut que tout circule entre les provinces. Moi, j'ai appris que pour le poulet, pour le porc, il y a des tarifs pour les autres provinces. Christy, commençons par nous aider au Canada. On est encore dans le Canada, là. J'espérais, moi, qu'avec l'élection d'un nouveau premier ministre fédéral, on en a parlé de ça, toi et moi, l'année passée, qu'il fallait faire des changements. Puis tous les premiers ministres, quand il y a eu les premières réunions là, versus la guerre tarifaire, ils disaient faut qu'on change ça. Puis tout le monde semblait dire que... Mais as-tu entendu une annonce? Non, aucune annonce. Et puis j'ajouterais une dernière chose, c'est que on a vu la SAQ actuellement avec les vins américains. Moi, là... Oui, ça m'a tellement frustré quand j'ai entendu dire qu'on allait acheter ça. Ça me rend fou. 300... Ça me rend fou, Gilles. La SAQ, là, c'est la passion québécoise. Ils ont été payés avant. Ils ont été payés avant. Vendez ce que vous avez en stock. Que la SAQ dise, on prend une position face aux États-Unis. On n'en commande plus. On n'en commande plus. Ça, c'est parfait. Moi, j'ai aucun misère. Mais ce que vous avez... arrêtez d'être épais à temps plein. Ça n'a pas de bon sens. Vendez-le, liquidez-le si vous voulez. Vous l'avez payé. Oui. Hey, on va mettre combien d'argent dans ça? On va perdre combien d'argent dans ça? Le gaspillage, parlons dans le recyclage, de tout. Ah non, ça a été payé. Là. Non, sortez-les, mais achetez-en plus. Il n'y a pas de trouble. L'idée n'est pas mauvaise, mais pas de dire on va jeter ça parce qu'ils sont plus bons, franchement. C'est quoi l'expression de M. Labaume? M. Labaume, pas fou à temps plein? Oui, mais là, je pense qu'on est fou à temps plein. Oui, peut-être. La SAQ devrait revoir certaines choses. Petite note rapide en terminant sur la formation et la transition énergétique. On apprenait que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec vont mettre pas mal d'argent pour la formation de travailleurs essentiels parce que les projets Hydro-Québec, il ne faut pas oublier que c'est des milliards et des milliards qui s'en viennent. C'est nécessaire. Ben oui, absolument. Ouais. Donc, ils mettent 100 millions pour aider à la formation des gens dans plusieurs métiers là, liés, soit même la construction, en fait, parce qu'il va y avoir de la construction. Ils n'auront pas le choix. Puis écoute, l'éducation reçoit une enveloppe supplémentaire de 150 millions. Ça cible les formations en charpenterie, en topographie, opérateur de grue. On parlait tantôt de métier, là, c'est opérateur de grue, mécanicien d'équipement lourd. Et puis tout ça pour répondre à la demande actuelle, puis mieux préparer l'avenir. Et on a vu récemment des entreprises qui annonçaient qu'ils devaient investir à l'extérieur du Québec parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'avoir l'électricité. On a été faible, je crois, pendant quelques années à prévoir l'avenir et à envisager l'avenir. On aurait dû... en même temps, il y a eu beaucoup de lobbyisme. Puis là, je peux me tromper, mais je ne sais pas si c'est le même sentiment. J'ai l'impression qu'à cause des tarifs, puis à cause de la position américaine, puis à cause de notre dépendance aux États-Unis, il y a une ouverture d'esprit canadienne qu'il n'y avait pas. Sur le pipeline de gaz qui traversait le Canada, d'après moi, ça passera au Québec s'il y avait un référendum. J'ai ce sentiment. J'aurais jamais dit ça il y a 5 ans. Mais je pense que oui. Puis je pense qu'on disait, écoutez, on va faire 2 autres gros barrages au Québec parce qu'il faut prévenir l'avenir, il faut s'assurer d'avoir des ressources, il faut vendre l'électricité qui est la moins pire de toutes les formes d'énergie. Moi, je le crois vraiment aussi. C'est la plus propre. Alors, on a de l'eau dans le Grand Nord, et ça, plus les éoliennes, plus les autres, mais puis le solaire, on n'a pas autant de soleil que d'autres places. Là. Fait que moi, je suis pour ça, ces projets-là. Je trouve que c'est la base même. Sinon, si on veut pas trouver des ressources puis avoir des revenus, il va falloir couper dans les dépenses, il va falloir couper dans les plans puis des programmes. Il n'y a pas d'autre solution. Non. Si on veut vivre à la hauteur de nos espérances puis nos programmes sociaux, parce qu'on a, puis on est fiers de les avoir, puis on est fiers de soutenir les parents qui veulent avoir des enfants, puis tout ça, nomme-les. On est très à gauche au Québec, il faut le dire. Alors, si on veut continuer de même,
Si on veut garder nos programmes, il faut avoir plus de revenus. Puis comment on peut avoir plus de revenus? C'est ça. On n'aura pas le choix. Puis Gilles, c'est en train de changer aussi. Tu as vu le centre de données qu'ils sont en train de construire direction ouest sur Charest, là, qui est quasiment sur l'autoroute. C'est gros à tabarouette. C'est gros. Mais tu pensais l'électricité qui rentre dans ça? Écoute, c'est hallucinant. Il faut que ça marche, là. Et ça marche. Mais t'as vu sur la Rive-Sud, là, à Saint-Étienne, comment il s'appelle? Le Q-Scale, un des plus gros projets au Québec. Mais là, il est en train de vouloir s'approvisionner en Ontario. Parce que Hydro-Québec, est-un pas capable? On n'est pas capable. C'est incroyable. On l'a échappé, Gilles. On donne de l'argent à ce monde-là. Ça fait quelques années que c'est en prévision, cette affaire-là. Là. On parlait de la SAQ, là, actuellement, avec le vin, mais là, Hydro-Québec... Moi, ça me frustre quand je vois ça. Écoute, il va aller chercher l'électricité, lui, ici, à Saint-Étienne-de-Lauzon, il va aller chercher ça en Ontario. Puis Doug Ford dit, on va vous prendre, c'est Hydro-Ontario. On n'a rien à rougir devant Hydro-Ontario. Non. Sinon qu'eux autres ont prévu en produire plus. Mais là, ça fait quelques grosses compagnies qui disent, vous n'avez pas ce qu'il faut pour qu'on puisse opérer. Dans le monde de l'auto, même affaire, Honda, Toyota. Et tu parlais du pipeline, eh bien, au niveau économique... Mais penses-tu comme moi qu'il y a une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas avant? Moi, je le pense. Mais il va falloir que, à un moment donné... Je suis toujours surpris de voir qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde pense pareil. On dirait qu'il n'y a jamais d'opposition. C'est pas normal que tous les partis arrivent à peu près au même diagnostic. Puis je regarde la CAQ, on a mentionné Montréal tantôt. J'aime Montréal, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises pour ne pas déplaire aux gens de Montréal. C'est sûr. Et la CAQ a à peu près jamais élu de député dans la région de Montréal. Puis les décisions semblent prises pour pas déplaire aux gens à l'autre bout de la vingt. Puis je trouve que on n'a pas le choix. L'Hydro-Québec peut plus attendre, ça devient une nécessité. Puis on parlait de l'immigration tantôt, on est dans le mur aussi au niveau Il faut parler du vieillissement de la main-d'œuvre puis de la population parce que ça fait longtemps qu'on nous l'annonce. Moi, ça fait au moins. J'ai été dans la radio 40 ans passés. Ça doit faire 30 ans qu'ils nous parlent de la pyramide des âges. Oui. La population va vieillir. Avec tous les avancements technologiques, la science, on vit plus longtemps, plus en santé. Donc, mais malgré tout, on a toujours des petits bobos. Hein? Fait que je sais pas. Là, on le voit, on l'a d'en face. Écoute, les travailleurs actuellement de 55 ans et plus occupent désormais là, plus d'1 million d'emplois au Québec. Gilles, j'ai 56. Et tu feras pas 20 ans encore, là? Non, je te confirme que c'est pas 20 ans c'est pas 20 ans le plan. Écoute, c'est 1 million d'emplois au Québec, c'est 22,2 de l'ensemble de tout le marché du travail, 55 ans et plus. 55 ans et plus. On n'est pas dans nos meilleures années. Là. On a des bobos, on a toutes sortes de choses. En 2013, tu parlais de la progression. Là, en 2013 et 2023, la progression a été marquée de plus de 34,6 c'est au niveau de cette strate-là d'âge, bien plus que les 25-54 qu'eux autres ont augmenté de seulement 6,5 Alors, il y a un décalage important. Au niveau national, le vieillissement couplé à la baisse des cibles migratoires, parce qu'on parlait d'immigration, pour 2025-2027, ça engendre des défis qui sont majeurs au niveau du recrutement, la rétention de main-d'œuvre, notamment dans la construction puis d'autres secteurs. On s'en va dans le mur de ce côté-là, c'est certain. On s'en va dans le mur, mais on arrête ça ici. Le mur du bonheur. Merci, Simon. À bientôt, Gilles. À bientôt. C'est une belle rentrée. Bien content. Simon Saint-Hilaire.